Fait qu'on est avec Oscar aujourd'hui. Oscar qui est un ami du primaire, secondaire. On se suit depuis toujours, puis ça va faire 32 ans qu'on se connaît, dans pas long, 31 ans. Puis, ben, s'il a fallu attendre longtemps, ben, à notre défense, il y a quand même eu une pandémie entre les deux. Là. Mais avant qu'on commence à jaser, tu as sorti un élixir qui date d'il y a à peu près 2 ans. J'avais parlé aux gens du podcast de mon célèbre voyage au Mexique à un moment donné. Ben, c'était avec Oscar. Ben justement, François, et je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs à l'écoute. Mais tantôt, quand tu as dit ton surnom, Oscar, moi, j'étais sûr que tu allais me sortir l'autre surnom de ce voyage-là à Cancun, qui était, on se souviendra, Max le Travelot. Mais bon, je m'attendais à ça. C'est vrai. Je m'attendais à ça. Mais blague à part, François, santé à toi, parce que oui, à Cancun, lorsqu'on est allé, on en reparlera peut-être si on a l'occasion lors du podcast, on est allé ensemble, je crois, janvier 2019, une semaine. Oui, une semaine, janvier. Oui, exact. T'as une bonne mémoire. Exact. Et puis... ça, c'est la liqueur Maya. Donc, si vous avez l'occasion, là, petite chronique, voyage rapido presto, d'aller à Cancun, il y a naturellement les pyramides Maya. Et il y en a une, c'est Chichen Itza. Et dans les alentours, ben voilà, le marketing étant ce qu'il est, ils vendent des bouteilles de phare en forme de pyramide. Et puis, ils appellent ça la liqueur Maya. En clair, c'est quoi? C'est de la sambuca mexicaine. On s'entend là-dessus? Ouais, c'est pas mal ça. On s'entend là-dessus. Hey, santé, mon vieux pote. Chin. Il faisait des cafés avec ça. Hein. Te rappelles-tu, dans le restaurant du lobby de l'hôtel? Ouais. Ah oui, un café Maya, il te mettait 2-3 onces là-dedans. Il crissait le feu là-dedans. On sac-tu, oui, c'est correct. Oui, on a le droit de sacrer, c'est un podcast. Là. On n'est pas saison d'FM. Mais d'ailleurs, parlant de ça, faut quand même le dire là, aux auditeurs. Tu as suivi une formation jadis naguère pour être animateur de radio. Ben, ça fait pas tellement longtemps. J'ai d'ailleurs, je pense qu'on peut, oui, cette formation-là existe, on va la nommer. Parce que concrètement, là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler en radio, il y a le programme à Jonquière qui est au cégep de Jonquière, ATM, Art et technologie des médias. Bon, la plupart du monde qui sont à la télé, qui est de Kodak et compagnie, ils ont fait ça. Mais il existe 2 programmes au privé. C'est là-dedans que tu peux avoir l'excellent Sylvain Godreau comme professeur. Ben, écoute, ça, tu me l'apprends. Sylvain Godreau, là, du PQ? Je pense que oui. Ben voyons, Myriam Ségal, mais je pense que c'est enseignante. Mais Sylvain, pour vrai? Ouais, je pense que oui, il a déjà été prof là-dedans. Ouais. Bon, enfin bref. Bon. Mais une chose est sûre, au privé, il faut payer de sa poche. Là, je vous le dis tout de suite, c'est des formations à peu près 7-8 000 $. Il existe 2 places. Concrètement, Promédia à Montréal, puis ici à Québec, sur la côte d'Abraham, CRTQ, Collège Radio-Télévision de Québec. Alors oui, j'ai fait un cours en radio, ça fait pas tellement longtemps, ça fait une couple d'années, mais je vais être franc avec vous autres, puis je suis content d'être là, puis je suis content de mettre à profit, François, puis l'occasion que tu me donnes aujourd'hui, je te remercie, mais il n'y avait pas une scène à faire en radio. Fait qu'à partir de là, tu fais quoi dans la vie? Ça prend quand même du blé pour vivre, non? Oui, parce que pendant un bout, tu t'es exilé en région. Tu avais dit c'est ça le chemin à suivre. Il faut aller. Faire de la radio de ma tante. Oui, c'est ça. Il faut aller parler de Véronique Cloutier quelque part dans une radio. Puis il faut. Aller parler d'Hubert Lenoir, Sophia Lomain, puis Nolin, pardon, voyez-vous, j'ai de la misère à le dire. Puis c'est surtout de la radio. Vous êtes bien dans votre 4 à 7. Alors, ce soir et cette nuit à la météo, pour vrai, moi, ça me tentait-tu de faire ça, tu penses? Tu me connais un peu, là? Non, ça ne tentait pas. J'ai fait ça 10 semaines, François. D'abord, c'est pas payant, on va se le dire, à peu près 17 $ de l'heure, ce qui était déjà bon parce que j'avais négocié. Parce que j'étais un petit peu plus vieux, tu sais, milieu vingtaine, parce qu'il y a du monde qui font ça. Le monde, ils ne savent pas à la maison, là. Mais ceux qui travaillent à la radio, là, comme collaborateurs ou chroniqueurs, là, on en parlait tantôt. Ah ouais, ils font pas une crise de cire. C'est 26 000 par année, 30, 32 000 si t'es un bon négociateur. Tout va à l'animateur vedette. Et il reste rien pour les autres. Puis là, tu sais, le directeur de prog, ce qu'il fait, il donne une coupe de billets pour aller voir des spectacles l'été, ils achètent de même. Mais concrètement, on peut les comprendre parce que les annonceurs s'en vont vers les GAFA, donc il reste de moins en moins d'argent pour les radios. Mais en 2021, moi, c'est qu'à un moment donné, tu te dis c'est pas un projet viable. Fait que c'est pour ça que François, qu'aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis prof. Ouais, c'est quand même un changement de carrière assez marqué, pareil. Mais tu trouves-tu que ça a été quand même une belle expérience, pareil, le milieu des médias? Parce que genre, veux pas, vu le podcast, vu ce que je fais avec Yann, etc., genre, on en voit pas mal des médias, puis des audios passés qui viennent de radio, puis j'ai l'impression que l'expérience que tu racontes, c'est le cas de bien du monde. Là. Genre, la fille, elle sort de l'école de radio et est rendue
à CFX, à Rimouski, en train de faire la météo ou ce genre de patente-là. Là. Puis du jour au lendemain, après 5 ans, il y a une saveur du mois qui arrive dans le décor, puis qui, au lieu de demander 15 pièces de l'heure, demande 13 pièces de l'heure, puis la personne se fait dire, ben c'est beau, tu prends tes affaires, puis on n'a plus besoin de toi. C'est des réalités. Les gens, par contre, qui font de la radio et qui persistent dans le domaine sont résilients. Ça, il faut leur donner ça. Sans résilience, je veux dire, puis je suis pas en train de dire que je suis pas résilient. À un moment donné, il faut faire des choix aussi, mais c'est des gens qui en mangent et qui sont prêts à peu près à tout pour avoir un micro entre les mains. Ouais. Mais ça, c'est une décision personnelle. Mais une chose est sûre, l'image qu'on véhicule à la télévision, c'est aussi ça. Hein? On fait le saut, mais les chroniqueurs, le Salut, bonjour et compagnie, c'est pas pour rien que il en passe un puis un autre. Là. Ouais. C'est qu'à un moment donné... Puis ce que tu dis aussi, c'est que ce que tu dis, toi, est-ce que tu le penses? Dans ton podcast, oui. À la télé ou à la radio, People, de Bell Media, de Cogeco, ou peu importe, la réponse, à 80% du temps, non. Ouais. Ah non, c'est sûr que... Tu sais, mais il y a un peu un paradoxe là-dedans quand on y pense, parce que toutes les émissions de radio qui ont toujours eu un certain succès, tu prends Montréal, bon, c'est plus neutre quand même, mais tu sais, Paul Arcand, tu prends à Québec les André Arthur de ce monde, Jeff Fillion. Là, wow, tu nommes des hommes blancs hétérosexuels un après l'autre, calme-toi un peu. Là. Ouais. On va y revenir à ça. C'était les derniers que je nommais. On va y revenir à ça. Mais ces gens-là ont eu du succès en suscitant quand même une certaine polémique. On peut parler de Howard Stern aux États-Unis, on peut parler de Rush Limbaugh, peu importe ces gros noms-là. Mais tu vois, aujourd'hui, on cherche à avoir des gens plus jaunes un peu, ou plus beige, je dirais plutôt. Mais il n'y aura pas de succès relié à ce côté beige-là. T'sais, si tu ne provoques pas un peu de controverse, en fait, on le voit. Là, c'est quoi les émissions Tout le monde en parle qui sont les plus écoutées? C'est quand il arrive un scandale parce que Mathieu Bock-Côté humilie Danny Turcotte ou bien qu'Éric Duhem est là puis que ça fait un scandale. Aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent. Mais je comprends pas pourquoi. Tu m'en parlais souvent, tu disais, regarde, les radios, ils n'en veulent plus des grandes gueules comme moi. Ce qu'ils veulent, c'est un petit gars à son moment ou une petite fille à son papa qui va être tranquille puis qui va parler quand on lui dit de parler puis qui va faire ce qu'on lui dit de faire. T'sais. Ouais, puis un petit gars à son papa, je te trouve généreux parce que moi, il y a deux stations de radio et puis de chaînes très connues là, qui m'ont dit, écoute, on te prendrait demain matin au salaire en plus que tu demandes avec le discours que tu as. Mais t'es un homme blanc. Si on me l'a fait, ça. Puis ça fait de quoi? Parce que moi, tu sais, je suis pas demandé à venir au monde comme je suis. Puis tu sais, naturellement, je parle bien le français, mais je me débrouille moins bien en anglais. Mais c'est sûr que nos amis de Bell Media, pour eux, ça, c'est impensable. Donc, à partir de là, du moment que je suis ce que je suis, puis tu te fais dire, ben, je t'embaucherais, mais en raison de ta couleur de peau ou en raison de ton sexe, je te prends pas. Tu déchantes, c'est un hostie de temps. Puis là, tu te branches à la télé le soir, puis t'entends parler du privilège blanc, puis t'entends parler que t'es... Ah ouais, culpabilise-toi, autoflagellation. Ah ouais, mon homme. Ben, je m'excuse, mais manger de la merde, esti. Parce que moi, mon expérience de vie, c'est pas celle-là. Ouais. Oui, c'est ça. Tu dis, ben, finalement, mon privilège blanc, c'est d'avoir été écarté de des jobs pour des raisons idéologiques. C'est tout un privilège. Hein? Ce qui est quand même paradoxal, vu qu'on vit à l'ère de c'est la grande tolérance, la grande inclusion, la grande patente. Finalement, tu te rends compte que c'est des mots plus vides de sens qu'autre chose. Ben, faut quand même, tu sais, mon expérience, faut pas généraliser. Non, moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça, je suis prêt à mettre la main, puis... tu sais, ça, c'est mon expérience. Maintenant, on peut nuancer puis essayer de relativiser en se disant, ben non, ça doit me toucher juste moi. Il faut faire attention avec ces choses-là. Mais François, je suis obligé de te dire que c'est pas ça du tout. Non? Il y a des gens, et puis je nommerai pas de station de radio, qui ont embauché des gens qui faisaient pas l'affaire. Ils le savaient pertinemment, mais... Ça donne bonne conscience. Et puis voilà, on répond à l'ère du temps. Hein? Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a une pression, tout le monde la sent. Je voyais cette semaine, puis c'est drôle, j'en parlais ce matin dans un podcast que j'enregistrais qui va sortir plus tard. Mais je parlais de ça avec Yann pour un truc sur YouTube, puis on parlait de toute la saga alentour du DG du Canadien. Bon, qui devra remplacer Marc Bergevin? Et puis là, on commence déjà à entendre des voix qui s'élèvent. Ouais, ben ça pourrait être Daniel Sauvageau, hein, ou ça pourrait être... la jambe de joueur que personne n'a entendu parler. Et là, on en parle cette semaine. J'oublie son nom. Mais tu sais, bref. Oui, la jambe d'Alexis Lafrenière. Exact, là, ou de Patrice Bergeron, je pense. Ouais. Exact. Puis là, tu te dis, ben... Fine, si cette femme-là est ultra compétente puis que c'est la candidate désignée, est parfait, j'ai pas de problème avec ça.
Mais l'idée, c'est que pourquoi cette pression-là arrive? Pourquoi est-ce qu'il faut que le Canadien, déjà, ils nous ont fait l'histoire des territoires non cédés en plein milieu d'une game, qu'on ne sait pas trop ce que ça venait faire là-dedans? Là. Oui. En fait, on sent que... Je pense que c'est un peu de ton vécu aussi à toutes les places que tu as passées dans tes diverses formations et expériences de vie. On s'en est souvent parlé. Il me semble que c'est un peu un point en commun de voir que finalement, la politique est partout, tout le temps. Ouais. Là, tu te dis, ben écoutez, là, je suis juste en train de surveiller un examen, par exemple. C'est ma job étudiante. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à mes croyances personnelles puis à mes prises de position sur mon compte Facebook ou ce genre de trucs-là? Ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée. Ouais, mais là, ça indispose des gens. Moi, je l'ai vécu personnellement à l'université. Des commentaires un peu bizarres. Moi, j'étais assistant de cours. Des commentaires un peu bizarres. Ouais, on n'est pas à l'aise, là, puis telle affaire. Puis là, tu te dis, mais pas à l'aise de quoi? Ouais, ça a l'air qu'il a déjà dit telle affaire. Ça a l'air qu'il a déjà dit telle affaire. En plus, tu es à l'université. Tu le sais, tu y vas encore en ce moment. Tu m'en parlais avant qu'on commence. L'université, qu'on pensait un endroit libre par excellence. C'est supposé d'être l'endroit, le monde des idées. Ouais. Finalement, c'est... Puis on sent qu'il y a comme une dégradation. Là. Déjà, moi, quand je suis entré à l'université en 2009, il y avait un certain climat. Puis depuis, j'ai l'impression que ça s'est quand même énormément dégradé. Là. Ben moi, je le confirme, François, parce que tu parlais... lorsque tu dis dégradation, moi j'ai été à l'université pour la première fois, au milieu des années 2010. J'ai pris un petit break et là, présentement, je suis en train de compléter un baccalauréat justement en enseignement. J'adore ça. Ça se passe bien dans mes cours, les résultats scolaires. Mais là où j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 40 ans qui me séparent des gens qui sont là actuellement. Je veux dire, c'est les idées consensuelles qui sont communautaristes, mais écoute, ça devient loufoque, ça devient absurde. Puis ma plus grande déception, tu l'as évoqué rapidement tantôt, tu parlais du monde des idées, c'est ma plus grande déception. Moi, là, on débattait ensemble, tu te souviens? Ah oui. T'as des boys autour d'une bière, microbrasserie et compagnie, on avait du plaisir. Je me disais, hey, ça, là, à l'université, ça va être puissance 1000. Ah oui. Ça va être ce genre de discussion-là. On était à la Chouape à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, ou ce genre de place-là, et puis là, 4-5 gars autour d'une table. Hey, vous autres, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Puis là, ça s'ostine. Ouais. Moi, je suis pour parce que c'était pas de bon sens de payer pendant tant de temps pour un gars qui apporte plus rien à la société. L'autre, il est contre. Ben, moi, je suis contre parce que si t'as pas le droit de tuer, l'État non plus devrait pas avoir le droit de tuer. Bon, puis là, ça s'obstine, puis ça jase. Puis là, tu te dis, mais que je suis rendu à l'université, ben, au lieu que ce soit mes chums de brosse avec qui j'ai ces conversations-là, ça va être dans une classe. Oui, parce que ces conversations-là, à la Schwab, tu comprends, il y a des différences. Ça fait partie du choc des idées. Mais en même temps, en tout ce que tu dis, en tout ce que moi je dis, en tout ce que je pense, en tout ce que tu penses, il y a des bonnes chances qu'entre les deux, on ne soit pas trop loin de la vérité. C'est ça, discuter. C'est ça, les échanges. Le sens du débat. Il faut dire qu'au Québec, le sens du débat, on y repassera. Ouais. Mais de maintenant, là, à l'âge que j'ai de dire, ben, coudonc, les plus beaux échanges d'envergure intellectuelle que j'ai eus, ça a été ces discussions-là alors, à la Schwab, comme tu disais si bien, alors qu'à l'université, ça a été des moments parfois pénibles où, entre autres, on fait le procès. J'ai un cours cette année, cette session-ci, là, dans mes derniers cours, État du monde. On parle de ce qui se passe à l'international. Écoute, le procès d'intention qu'on fait à la société américaine, François, ça fait pas de sens. L'enseignant lui-même faisant partie d'une mouvance sectaire du Japon, une secte, Daisaku Ikeda et compagnie, qui amène les idées à l'effet que tout l'héritage de la Chine, entre autres, depuis Mao, la quintessence incarnée. On n'a pas parlé une fois des Ouïghours en Chine. On n'a pas parlé une fois de ce qui se passe en Chine présentement, envers Taïwan ou Hong Kong. Ben, on a peut-être abordé ça quelques minutes pour dire que... Ouais, que c'était pas si grave. Pour dire que pour relativiser, pour dire que de toute façon, c'était des possessions qui appartenaient à la Chine à l'époque de il y a, tu comprends, Mathusalem. Dans le fond, ils ont raison de les tasser. Là, imagine un discours aussi gauchiste fanatique, parce que c'est le cas. C'est pas un professeur titulaire, c'est un militant déguisé en professeur titulaire. Et ça, il n'y en a rien qu'en masse. Imagine un discours comme ça, mais de l'autre côté du spectre. C'est impossible à tenir. C'est impossible à tenir. Puis là, j'imagine, sans trop savoir exact, je ne suis pas dans le secret de ton cours, là, mais j'imagine que
En gros, ce qu'on y raconte, c'est que tous les problèmes des pays en voie de développement est relié à l'impérialisme américain, ce genre de trucs-là. Puis, ben là, s'ils sont pauvres, en fait, la même ritournelle qu'on entend, si à Cuba, tout le monde est pauvre, c'est à cause du blocus des États-Unis, alors qu'ils sont libres de faire du commerce avec tous les autres pays de la Terre, s'ils le veulent. Mais bref, c'est toujours un peu les mêmes niaiseries qu'on entend, mais... Le projet hégémonique américain, tu comprends? Ouais, avec l'envahisseur dominant tu comprends, Puis, à quelque part, oui, la culture américaine rayonne comme nulle autre culture dans le monde. Ça, c'est vrai. Mais d'aller faire des procès d'intention malveillants, de la mauvaise foi intellectuelle, mais parce qu'elle est dite par un homme de la gauche qui fait partie d'une mouvance sectaire, communautariste, gauchiste à l'os, ça passe. Ben ça, mon François, j'ai mon hostie de voyage. Puis j'imagine que, comme je te connais, en plus, tu as dû faire part de ton désaccord profond avec ce qui était enseigné. Et je suis très respecté par le corps professoral. Les jeunes hommes, ça passe, mais ça passe beaucoup moins bien avec les jeunes femmes, François, si tu savais. Je comprends pas pourquoi. Puis c'est drôle parce que je suis dans mon dernier droit, il m'en reste quelques mois encore, mais il y a un vin fromage la semaine prochaine. OK? Il y a une activité. Puis, bon, j'adore le vin, le cellier à ta droite, tu comprends. Puis bon, c'est du vin québécois, là. J'espère que c'est pas lui de Mario Pelcha, mais ce qui paraît, il n'est pas trop pire. L'affaire, c'est que il y a une bande de boys qui sont venus me voir, tu comprends? Ils ont dit, faut te parler. Tu sais, le vin fromage, là. Ben écoute, tu sais, puis ben peiné, puis ben, tu sais, on va se parler un peu. Écoute, va pas là. Ah non? Ah non? Les tables sont pleines? Non, c'est pas ça, là. T'es pas le bienvenu, là. Il y a des femmes certaines jeunes femmes qui seraient indisposées par ta présence. Indisposées par ma présence. Ben qui sont-elles? Ah ben là, écoute, je comprends, je veux pas de nom, mais quels sont les motifs? Ben, écoute, cherche pas, il n'y a rien à comprendre. Ça m'aide, ça. C'est productif en esti. Cherche pas, il n'y a rien à comprendre. Est-ce que mes prises de position, qui, somme toute, me semblent extrêmement nuancées, sont pointées du doigt? Ben là, un petit sourire en coin. C'est sûr que oui, tu sais. Lorsque tu ne respectes pas, je finis là-dessus, l'orthodoxie du moment, tu es considéré hérétique. Qu'est-ce qu'on fait avec les hérétiques? Ça, c'est la tentation du totalitarisme. Je ne suis pas en train de dire que... Attends un peu, là, je ne suis pas en train de dire que c'est une dictature, mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut faire très attention avec ces choses-là. La diversité de la peau, c'est bien, mais la diversité des idées, il faudrait commencer à se dire que, écoute, je pense qu'on peut se permettre d'avoir des idées divergentes. Ouais, on n'est pas obligé de tout le temps être d'accord. C'est ce que tu racontes là, en plus, c'est drôle parce que j'y ai repensé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus exactement pourquoi, d'une discussion, je repensais à ce que j'avais vécu durant la crise étudiante de printemps 2012. Ben, ça va faire 10 ans, là. Ça va faire 10 ans, ce que je vais raconter là. Et puis moi, à l'époque, j'étais 2e ou 3e année de bac. Oui, je me rappelle, 3e année parce que j'ai perdu, dans le fond, presque une session à cause de ça. Puis là, il disait qu'il n'y avait pas de session de perdu, mais fiez-vous sur moi, quand je suis retourné à l'automne, il a fallu que je continue ce que je n'avais pas fini au printemps. Donc oui, il y avait une session de perdu. Ça, c'était Gabriel Nadeau-Dubois puis sa gang qui t'avait mené en bateau, là, Martine Desjardins, Léo, Blouin. Léo, Blouin, Bleureau, Blanc. Hey, on a de la misère à le dire, c'est un exercice de diction. Léo, Bureau, Blouin. Oui, c'est que... à ce temps, c'est plus les chemises de l'archiduchesse, c'est Léo, Bureau, Blouin. Oh oui, c'est ça. Puis... ce que tu racontes là, à l'époque, sur le campus universitaire, tu n'avais pas le droit, quand je dis tu n'avais pas le droit, légalement tu avais le droit, mais était bien mal avisée la personne qui se proclamait contre la grève. Il y avait moi j'avais des cours, d'ailleurs même des cours optionnels, qui n'étaient pas des cours de concentration où on recevait des messages comme de quoi qu'il va y avoir un barrage, il va y avoir un piquetage devant cette classe-là. Et si des gens tentent de rentrer dans la classe, que ce soit le professeur ou des étudiants pour avoir accès à leurs cours, ils vont être tassés, manu militaire. Oh oui, mais François, c'est correct, c'est la gauche. Oui, c'est ça. Mais puis tu sais, à l'époque, je me souviens très bien de ça, il y avait un gars dont j'oublie le nom. On était dans le genre de salon étudiant du Félix-Antoine Savard, au 5e ou quelque chose. Du Félix-Antoine Savard, c'est un pavillon à l'Université Laval. C'est le pavillon où il y avait l'étage de théologie, psychologie et philo. Et dans cette salle-là, il y avait un gars, dont j'oublie le nom, et il y avait sur son sac un macaron du Parti libéral du Québec. Pas
Pas les Proud Boys, pas le KKK, pas une casquette marquée Make America Great Again, pas un chandail marqué I Love Eric Zemmour, pas une patente du Brexit, pas rien de ça. Un macaron du Parti libéral du Québec. Et ce gars-là s'est fait regarder comme si les gens qui étaient dans la pièce avaient une envie soudaine de l'abattre. Et puis, on peut reprocher ce qu'on veut au Parti libéral du Québec. Je déteste ce parti. Je trouve d'ailleurs que son virage woke, étrange qu'ils ont pris dans les derniers temps est complètement ridicule. Mais ça reste que c'est un parti de centre-gauche qui a absolument rien je veux dire, tu peux pas militer contre ça comme étant un mouvement d'extrême droite ou fasciste ou je sais pas quoi. Mais en fait, à l'université, le simple fait de ne pas être de gauche, ou en tout cas de se revendiquer comme n'étant pas de gauche, même pas, on va pas jusqu'à droite, là. Juste le fait de dire, ouais, moi, c'est-tu Québec solidaire, la gauche marxiste-léniniste, je suis pas trop sûr. Là. Oh, vous êtes un individu suspect, vous. À telle enseigne que il y avait une fille que je connaissais. Elle étudiait au pavillon d'éducation que tu connais assez bien. Elle faisait pour être au préscolaire primaire. Et elle avait un travail dans une classe de pédagogie, dans un cours de pédagogie quelconque que je ne me rappelle plus. Et on faisait lire aux étudiants, le professeur faisait lire aux étudiants dans un cours, je répète, de pédagogie pour l'enseignement préscolaire primaire, c'est-à-dire pour les enfants entre 5 à... jusqu'à l'entrée du secondaire. 5 à 11 ans, disons 5 à 11, 12 ans. On leur faisait lire le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Engels. Et quand elle me dit ça, parce que la raison pour laquelle je sais ça, c'est qu'on se connaissait par le travail, puis elle me dit « Peux-tu m'aider? Je comprends pas trop. » Puis là, j'essayais de penser, c'est quoi le lien entre la pédagogie au primaire et le manifeste du Parti communiste? Et c'est débile. Et puis, là, en fait, il n'y en avait pas de lien. C'était juste une façon que le prof avait trouvé de présenter ces idées-là auxquelles lui, manifestement, il devait adhérer. Puis là, je répète, des enfants du primaire. Là. Ah oui, des enfants du primaire. Écoute, je veux revenir 2012. Je pensais pas aller là, mais tu as abordé un peu le sujet. Moi, je vais te parler de ma réalité. Parce que moi, je suis allé, je pense, c'était le 22 mars 2012. Là. Il y avait eu, on avait dormi, je pense, c'était à Lionel-Gou, non, au collège Édouard-Montpetit, si je me souviens bien, à Montréal. Puis il y avait une manifestation monstre le 22 mars 2012, sauf erreur. Puis j'étais là, 250 000, 300 000. François, hein? Là, j'étais là, OK? Je répète ça aux auditeurs, ne me jugez pas. C'était la revanche des marginaux. J'ai l'impression, c'est une impression, je l'ai vécu, c'est mon ressenti, OK? On pourra nuancer, François. Écoute, quand je suis arrivé là, l'odeur de résine de cannabis, mon homme. Écoute, non-stop du début à la fin. Je ne suis pas en train de dire que les 250, 300 000 qui étaient là, c'était... Mais écoute, il y avait clairement un public cible. J'ai jamais vu des femmes poilues en dessous des bras comme là. Puis c'est pas des préjugés, je les ai vus. J'étais là comme observateur. Je n'étais pas partie prenante vraiment. J'étais vraiment là. Je savais qu'il y avait un moment... Bon, je suis passionné d'histoire, toi aussi. Je savais qu'il y avait un moment qui se passait à Québec. Puis Chris, on ne pouvait pas aller à nos courses, tu veux faire. Je vais y aller à Montréal, tu sais. Oui, une brosse. Puis voir de tes yeux vus aussi de quoi ça a. Oui, puis je vais aller rejoindre des vieux chums, ça fait longtemps. Je vais en profiter. On monte en autobus, tu sais. Ben oui. Fait que l'odeur de résine de pote a commencé dans le bus et ça s'est terminé le lendemain au retour. Tu me suis? Ça, c'est une chose. Mais c'est quand tu te rends compte des gens qui sont là puis de leur poser la question, OK, on se souviendra que c'était la hausse des frais de scolarité qui avait fait bondir la classe C à l'époque, qui était l'association étudiante principale qui s'occupait de tout ça. Ouais, qui, comme par hasard, s'appelait la classe, pas du tout de référence à Karl Marx, les classes sociales, etc. Voilà. Le carré aussi, c'est un hasard qu'il soit rouge. Ben, tout ça est un oui, puis le marteau, puis... Oui. Non, écoute, le mégaphone de Gabriel Nadeau-Dubois, tout ça, c'est pas du tout des symboles. De voir ça de mes yeux vus, de parler aux gens puis de me rendre compte que 90% du monde, des gens, savent pas en tout c'est quoi la cause actuelle. Tu vas me dire que dans bien des manifestations, c'est ça. Ouais. Mais ça a été cette expérience-là, cette journée-là précis, puis je voulais en parler rapidement. Puis je suis pas en train de dire que c'était, tu sais, il y avait du bon monde. Oh oui, c'était peace and love solide, là. Je n'ai eu du fun, puis j'ai ri. Mais en rétrospective, ben voilà, ça a été l'expérience. Ouais, ça a été tout un moment pareil dans l'histoire du Québec, cette affaire-là. Mais à l'époque, c'est ce qui est quand même... C'est
pour ça que je disais tout à l'heure, il y a comme une longue dégradation. C'est que à l'époque, quand même, à l'université, un homme était un homme et une femme était une femme. Moi, je me souviens pas d'avoir vu en 2009 ou en 2011 ou en 2012, il n'y avait pas de gens qui arrivaient et qui disaient, écoute, je m'appelle Sébastien, j'ai une barbe, mais dans ma tête, je suis Monique. Puis tu vas me dire elle ou tu vas t'adresser à moi en utilisant des mots non genrés. Ça n'existait pas encore à ce moment-là. Non, mais c'est une continuation. La revanche des marginaux. C'est-à-dire que la tyrannie des minorités, c'est-à-dire qu'au Québec, en 2021, ces gens-là voulaient que ça soit ça en 2012. Le système n'était pas prêt. Il n'y avait pas la complaisance médiatique qu'ils ont actuellement. C'est ça la nuance. N'en demeure pas moins que ces gens-là sont convaincus, ce groupuscule infiniment petit, tu sais, là, des décimales après la virgule, là, sont convaincus qu'ils vont peut-être être capables de s'imposer comme ça, afin que ça soit clair que la minorité, l'infime minorité, devienne la norme et que l'immense majorité, on va la mettre en marge. Puis on tolère ça, François. On accepte ça. Ouais, c'est très particulier. Puis, comme tu as utilisé le mot communautariste, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a besoin d'un mot pour décrire toutes les infimes variance d'une réalité, qu'elle existe d'ailleurs ou pas, soit dit en passant. Mais tu sais, à notre époque, nous, quand on allait au secondaire, bon, OK, t'avais les gens qui disaient « Moi, je suis un skater, moi, je suis un punk. » Il y en avait 2-3 gothiques qui arrivaient avec du rouge à lèvres et du cutex, du vernis à ongles noirs ses doigts. C'est plus des emo, là. Mais ouais. Puis, il y a eu la vague emo, etc. Mais à cette époque-là, je veux dire, on était secondaire 3, 4, 5, même un petit peu avant ça. Oui, on savait qu'un tel, il était probablement attiré par les hommes, mais grosso modo, de quoi on jasait entre nous autres, c'était elle, trouves-tu belle? Oui, il paraît que dans tel party, elle a embrassé tel gars. Tu sais, c'est ce genre de discussion-là qu'on avait. Aujourd'hui, je parlais encore récemment avec la fille d'un gars que je connais qui a 18 ans en ce moment. Elle me racontait que dans un collège, parce qu'elle vient de rentrer au cégep, dans un collège de Montréal, au début de l'année, le prof commence le cours et leur demande par quel pronom ils veulent qu'on parle d'eux et s'ils s'identifient comme homme ou comme femme. Et puis là, elle, de dire, est-ce que ça se peut que je suis juste normal? Et puis là, on la regarde, normal? Non, mais normal, ça n'existe pas, ça, ma chère. Tu n'es pas normal, tu es cisgenre. Là, tu te dis, ben écoutez, à un moment donné, l'humanité, ça existe quand même depuis un bout aussi. Là. On ne vient pas d'inventer toute cette réalité-là du jour au lendemain. Il y a quand même quelque chose qui préexiste à toutes les niaiseries qu'on s'invente. Là. Les hommes et les femmes, homme, c'est un mot qui désigne le mâle dans l'espèce humaine. Là. C'est pas une construction imaginaire. Non, c'est biologiquement déterminé à la naissance. En fait, ce qui me renverse dans tout ça, c'est qu'on regarde ça objectivement, puis on se dit ça tient pas à route du tout. Mais il faut quand même le faire, que ces idées-là s'imposent d'elles-mêmes dans l'espace public. Mais ça se fait! Comment ça se fait qu'ils ont réussi à imposer comme ça des idées qui... N'importe qui va être sérieux 2 minutes, là. Un homme de science ou une femme, peu importe, là. On va regarder ça objectivement, voyons. Mais justement, l'objectivité maintenant, c'est patriarcal. C'est l'homme blanc qui rentre ça dans... C'est qu'ils ont tout déconstruit, n'importe quel concept, afin ultimement de se donner raison, puis de démoniser l'interlocuteur. Mais écoute, on n'a pas fini. Les militants, je le répète, les professeurs déguisés en militants, tu sais, tu as le droit de militer. La gauche, la droite... Mais s'il vous plaît, lorsque tu enseignes, c'est possible de faire une job de façon à tes idéologies, là. Tu sais, le prof qui s'auto-proclame anarchiste. Il y avait un article dans Le Devoir récemment, je crois que c'est Le Devoir. Le prof le plus cool du Québec, un anarchiste. Tout content, le monsieur. Ah, les élèves, il est fin. Allô? C'est quoi cette affaire-là? Oui. Puis tu sais, en plus, là-dedans, comment le dire simplement, les croyances sont de l'ordre de la vie personnelle. Et puis moi, j'ai l'impression qu'on est dans un monde présentement où les croyances de tout un chacun entrent dans l'espace public
et revêt maintenant une importance qui jadis leur était refusée. Puis ça a commencé avec les croyances religieuses, faut bien se le dire. Mais aujourd'hui, c'est les croyances d'ordre identitaire, c'est les croyances d'ordre... En fait, pratiquement toutes les croyances, sauf celles que la société va juger néfastes. Par exemple, si tu crois que, par exemple, je sais pas, moi, si tu penses qu'il fallait mieux voter pour Donald Trump que Joe Biden, ben là, ça, c'est pas le genre de croyance qui est acceptable, mais c'est parce que l'histoire du phénomène identitaire, néo-identitaire, de moi, je suis pantasexuel était l'affaire. Ce phénomène-là a la même valeur d'un point de vue intrinsèque que quelqu'un qui dit, écoutez, moi, je suis un prophète. Et je suis ici pour apporter la bonne parole du Christ. Ben, parfait. Tu as le droit de croire à ça. Tu as le droit de vouloir être un prophète. Tu as même le droit d'avoir des gens autour de toi qui te reconnaissent comme tel. Mais tu ne pourras jamais me forcer à te reconnaître comme prophète et porteur de la parole du petit Jésus ou de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je suis libre de ne pas y croire. Ah, ben ça te blesse dans ton profond intérieur parce que toi, tu te sens comme ça. Mais je suis désolé. Ça va te blesser, mais c'est comme ça.